Nous sommes lundi 10 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Chérif La Télévision. Bienvenue dans ces 18 heures de l'actualité. La société minière de Sadiola CMOS SA a offert plusieurs vivres aux couches vulnérables de la région de Caille d'une valeur de plus de 11 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour en savoir plus, suivons ce compte rendu signé par Sadio Sidibi. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale, la société minière de Sadiola CMOS SA a procédé à une importante donation au profit des populations locales. Cette initiative s'inscrit dans leur politique de responsabilité sociétale des entreprises et vise à renforcer les actions de solidarité au sein des communautés riveraines des sites miniers. Le coût est estimé à plus de 11 millions de francs CFA. Cette cérémonie s'inscrit dans la continuité de l'action de solidarité. Le mercredi, en direction des personnes les plus âgées dans les 13 villages communautaires des mines de Sadiola et de Corali. En effet, nous avions remis ce jour-là, je pense que M. le maire en a déjà parlé, aux deux personnes les plus âgées, un homme et une femme, de chacun des villages autour de nos deux mines. Des dons en nature, composés d'une couverture, d'une moustiquaire imprégnée, d'un tapis de prière et d'un rosaire et une enveloppe de 100 000 francs CFA, pour manifester notre respect et notre compréhension envers les personnes âgées. Dans notre élan de solidarité de cette année, nous avions choisi 26 personnes âgées et 65 personnes vulnérables dans les villages voisins des mines de Sadiola et de Corali du Sud. Pour donner à chacune un kit composé d'un sac de riz, d'un sac de sucre, 10 litres d'huile, un carton de pâte et un paquet de lait et de 5 kg dont la valeur monétaire totale s'élève à 11 352 000 francs CFA. Nous profitons de cette occasion pour réitérer nos remerciements au sous-préfet de l'arrondissement de Sadiola et au maire de la commune pour avoir conduit les équipes de remise de dons aux personnes âgées dans les villages communautaires. Je suis vraiment honoré d'être là parmi vous ce matin pour partager avec vous la joie des services techniques sous le leadership du général de brigade de Moussa Soumaré, qui est le gouverneur de la région de Caille, qui a bien voulu nous mandater pour venir le représenter ici avec mon collègue de la géologie et des mines, afin de pouvoir parler au nom de cette administration régionale. D'abord, je pense qu'il y a lieu d'apporter un certain nombre de précisions parce que le contexte dans lequel nous nous sommes réunis ce matin, c'est dans le cadre de la célébration de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'est bien sûr depuis 1995 que l'État a institutionnalisé donc ce mois, sur les 12 mois de l'année, et réparti encore ce mois aussi en 4 semaines thématiques, dont la première semaine est consacrée à nos personnes âgées, que nous appelons généralement les personnes du 3e âge. La deuxième semaine est consacrée à la femme et à l'enfant. La troisième semaine est consacrée aux personnes vivant avec un handicap. Et la quatrième semaine, c'est la semaine de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières, des représentants des sociétés minières et des bénéficiaires. Au cours de cette activité, la société a offert des sacs de riz, des cartons d'huile et des spaghettis, etc. Je ne doute point qu'il revête la même importance pour vous, chers invités, car il s'agit bien de la remise de dons par la CMOS SA aux personnes démunies des villages environnants de la mine d'or de Sadiola, après celle des personnes âgées, comme l'a été signalé ici plus tôt, dans les cadres de la célébration du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. À titre de rappel, les plus hautes autorités du Mali ont consacré depuis 3 décennies le mois d'octobre comme mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Il vise à rappeler à toutes les filles et à tous les fils du pays la valeur cardinale que constitue la solidarité.
un vecteur de cohésion sociale pour un développement harmonieux. C'est ainsi que cette année, le Mali célèbre la 30e édition, comme l'a rappelé le directeur, du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sur le thème « Solidarité dans la diversité culturelle, base d'une société inclusive ». Ce thème cadre parfaitement avec la vision très éclairée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a décrété l'année 2025, année de la culture. Il met en avant la cohésion sociale, le respect des valeurs culturelles et l'inclusion de toutes les couches sociales, en particulier les personnes les plus vulnérables. En collaboration avec les autorités administratives et politiques de Sadiola, a bien voulu célébrer le mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion à travers des actions de solidarité envers les personnes âgées et les personnes démunies dans les 8 villages environnants de la mine d'or de Sadiola et les 5 villages de Corali Sud. Ces actions concernent au total 91 personnes, comme l'ont rappelé les uns les autres, en raison de 2 personnes âgées et de 5 personnes démunies par village. Notons que cette action traduit l'engagement des entreprises minières à accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Cette donation illustre une fois de plus la volonté des sociétés minières opérant dans la région de contribuer activement au développement communautaire au-delà de leurs activités économiques. Je rappelle que ce don de CMOS SA a coûté à l'entreprise plus de 11 millions de francs CFA. L'actualité hors de nos frontières, une réunion ministérielle s'est tenue hier à Alger pour développer les efforts régionaux afin de résoudre la crise libyenne. Cette rencontre tripartite révèle une approche pragmatique fondée sur la légitimité du voisinage et l'expérience partagée des transitions politiques complexes. Voyons ce commentaire signé par Moussa Fomba. Les 3 pays réunis autour de la table algéroise partagent d'abord avec la Libye de larges frontières, mais chacun porte aussi en lui l'expérience des bouleversements politiques, des défis sécuritaires et des aspirations populaires à la stabilité. Cette proximité géographique et culturelle confère au mécanisme tripartite une crédibilité particulière, celle d'acteurs directement concernés par les répercussions du chaos libyen, qu'il s'agisse des flux migratoires, du trafic d'armes ou de la menace terroriste. Mohamed Ali Nafti, Ahmed Attaf et Badr Abdel Ahati incarnent cette diplomatie de proximité qui refuse de laisser le destin de la Libye entre les mains d'acteurs lointains aux agendas parfois contradictoires. Leur message est clair, la solution ne peut venir que d'un dialogue authentiquement libyen, facilité mais non dicté par les voisins immédiats. L'originalité de l'approche tripartite réside dans sa reconnaissance explicite du lien entre sécurité et développement. Loin de se limiter aux aspects militaires ou politiques, les 3 ministres posent un diagnostic global. L'absence de perspective économique alimente l'instabilité, tandis que l'insécurité paralyse toute tentative de reconstruction. Cette vision dépasse le cadre traditionnel des négociations de cessez-le-feu pour englober la reconstruction institutionnelle, la relance économique et la réconciliation nationale. C'est reconnaître que la paix ne se décrète pas, mais se construit patiemment en restaurant la confiance entre les Libyens eux-mêmes et en leur offrant un horizon de prospérité partagée. La fermeté du communiqué final concernant les ingérences étrangères et la présence de mercenaires reflètent une frustration grandissante face à la transformation de la Libye en terrain d'affrontement par procuration. Les 3 pays qui ont eux-mêmes connu ou connaissent les tentations d'influence extérieure comprennent viscéralement le danger de laisser des puissances étrangères dicter l'agenda libyen. Cette position commune traduit une conviction profonde. Tant que des combattants étrangers fouleront le sol libyen et que des capitales lointaines financeront des factions rivales, aucune solution durable ne sera possible. Le retrait des forces étrangères n'est pas une condition parmi d'autres, c'est le préalable à tout processus politique crédible. D'un côté, les 3 pays reconnaissent la nécessité d'un cadre multilatéral légitime pour éviter l'anarchie des initiatives bilatérales concurrentes. De l'autre, leur coordination tripartite leur permet de peser collectivement sur l'agenda onusien, évitant que la mission internationale ne devienne un simple paravent pour des intérêts géopolitiques divergents. Direction l'Afrique centrale, la RDC et le Rwanda scellent leur rapprochement économique sous l'égide du Qatar et des États-Unis d'Amérique. Nous retrouvons Moussa Foma pour ses commentaires.
La République démocratique du Congo et le Rwanda ont franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de leur accord de paix signé en juin dernier en paraphant samedi à Washington le cadre d'intégration économique régionale préalable à un accord de paix visant à mettre fin à la guerre dans l'est du Congo. L'acte a été posé lors de la 4e réunion du comité conjoint de supervision de l'accord en présence de représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo, médiateur mandaté par l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine. Le texte paraphé sous la supervision de la sous-secrétaire d'État américaine, Alison Hawker, et du conseiller spécial Massad Boulos, définit les domaines clés pour renforcer la coopération et le développement économique entre les deux nations, démontrant les avantages tangibles de la paix et créant des opportunités d'investissement et de croissance profitant directement aux populations, selon un communiqué du ministre rwandais des Affaires étrangères et un autre du porte-parole du gouvernement congolais. Ce cadre économique s'inscrit dans la logique du rapprochement politique entamé à Washington en juin, après 3 ans de méfiance et de crise liées à la résurgence de la rébellion du M23 AFC, qui a pris le contrôle de plusieurs territoires et de 2 importantes villes de l'Est du Congo depuis 2 ans. Il vise à favoriser une prospérité partagée, mais sa mise en œuvre demeure conditionnée à l'application satisfaisante du concept d'opération CONOPS et de l'ordre opérationnel au port prévu dans l'accord de paix, selon les mêmes communiqués consultés par l'agence Anadolu. Ces mécanismes prévoient notamment la neutralisation du groupe armé rwandais FDLR et le retrait progressif des troupes étrangères, notamment rwandaises, du territoire congolais. Le comité a reconnu des progrès insuffisants sur le terrain tout en convenant d'actions urgentes, notamment la coordination des opérations conjointes et la poursuite du dialogue sous médiation qatari. Le processus de Doha, axé sur la consolidation du cessez-le-feu et la libération des prisonniers, reste selon les médiateurs un pilier essentiel du règlement global. Les 2 pays se sont engagés à maintenir l'élan du processus de paix et à éviter toute rhétorique hostile, y compris dans les forums internationaux. Le comité a salué le rôle du Qatar, des États-Unis, du Togo et de l'Union africaine, garant du processus. L'essentiel du reste de l'actualité en images en bref commenté par Moussa Fomba. Le président de la RDC dénonce les intérêts étrangers derrière le conflit dans le pays. Par ailleurs, un accord de paix avec le Rwanda est presque finalisé, a annoncé Félix Tshisekedi en marge du sommet climatique de la COP30 au Brésil. Dans quelques jours, les Américains, à travers la Maison-Blanche, nous enverront officiellement les invitations pour aller clore ces négociations par un accord de paix, a-t-il déclaré. Mais le chef de l'État reste vigilant. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce n'est pas nous qui avons provoqué cela. Cette guerre a été créée à cause de nos richesses. Il accuse sans détour les intérêts étrangers d'avoir attisé le conflit pour s'approprier les ressources de la République démocratique du Congo au détriment de l'économie nationale. Nous sommes arrivés à bout. Il faut maintenant récolter les fruits d'une paix durable, a-t-il martelé en lingala devant la diaspora. Ces déclarations interviennent alors que l'Est de la République démocratique du Congo reste en proie à l'insécurité, avec les combats contre le M23 accusés d'être soutenus par Kigali, ce que le Rwanda nie. Des millions de personnes ont été déplacées. Un accord a été signé en juin 2025 entre Kinshasa et Kigali, mais son application patine. Sa mise en œuvre ainsi que celle de son volet économique signé le 7 novembre à Washington est conditionnée au respect des engagements pris en matière de sécurité. Ce sont notamment le retrait des troupes rwandaises de l'Est du Congo et la fin des opérations contre le groupe armé FDLR basé en RDC. Les FSR du Soudan retiennent plus de 50 000 civils à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, les empêchant de quitter la ville, a rapporté le journal Soudan Tribune. Selon l'article, des personnes sont détenues à plusieurs endroits, notamment au port, dans une résidence universitaire, à l'université El Fasher et dans un hôpital. Selon des organisations humanitaires et de défense des droits humains internationales, des massacres de civils et des meurtres à caractère ethnique, ainsi que des actes de torture, des viols et d'autres crimes ont été commis lors de l'attaque. L'Organisation internationale pour les migrations indique que plus de 80 000 personnes ont quitté la ville en moins d'une semaine. La situation au Soudan s'est envenimée en avril 2023 suite à des désaccords entre le chef d'état-major de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, également président du Conseil de souveraineté, et le commandant des forces de soutien rapide FSR, Mohamed Hamdan Daglo. Des affrontements ont éclaté à Khartoum et se sont rapidement propagés à travers le pays, faisant au moins 40 000 morts. Près de 12 millions de personnes ont dû fuir leur foyer.
La Cour d'appel de Paris a validé ce lundi la libération sous contrôle judiciaire de l'ancien président Nicolas Sarkozy incarcéré depuis le 21 octobre à la prison de la Santé après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen. Durant l'audience à laquelle il assistait en visioconférence, Nicolas Sarkozy a affirmé « Je souhaite que la Cour soit convaincue d'une chose. Je n'ai jamais eu l'intention ni l'idée folle de demander à M. Kadhafi quoi que ce soit, mais dérober à la justice, ce serait avouer. Jamais je n'avouerai quoi que ce soit. » L'ancien président a ajouté « Je n'avais pas imaginé attendre 70 ans pour découvrir la prison. Cette épreuve m'a été imposée. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tous les détenus. » Nicolas Sarkozy a conclu en soulignant son respect pour la justice. « J'ai bien conscience de la gravité des faits qui me sont reprochés. Je suis français, j'aime mon pays, ma famille est en France. Je me bats pour que la vérité triomphe. Je respecterai tout ce qu'il me sera demandé par la justice, comme je l'ai toujours fait. » Pour finir, je veux rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a été d'une humanité exceptionnelle et qui a permis de rendre ce cauchemar plus supportable. Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'il avait sciemment laissé ses proches solliciter le régime de Mohamed Kadhafi en vue d'un financement occulte. Il a immédiatement fait appel de cette décision, ce qui rend le jugement non définitif à ce stade. Le chef du Pentagone, Peter Hegseth, a comparé la situation actuelle dans le monde à celle de 1939, année du début de la Seconde Guerre mondiale, selon la chaîne YouTube Forbes Breaking News. Nous vivons un moment comparable à 1939, ou, espérons-le, à 1981, un moment d'urgence croissante. Les ennemis se rassemblent, les menaces s'intensifient. Vous le sentez? Je le sens, a déclaré Hegseth vendredi lors de sa participation à l'Université de la Défense nationale à Washington. Si nous voulons prévenir et éviter la guerre, ce que nous souhaitons tous, nous devons nous préparer dès maintenant, a déclaré le chef du Pentagone, ajoutant que les adversaires potentiels des États-Unis qu'il n'a pas nommés ne restent pas les bras croisés. En 1981, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'URSS en réponse à l'instauration de la loi martiale en Pologne suite aux grèves du syndicat de la localité. Ainsi s'achève ces 18 h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite sur Chirfla Télévision.